Notre experte cette semaine est enseignante en architecture à Junia, l'école d'ingénieurs de la Cato de Lille, responsable pédagogique domaine bâtiment aménagement architectural. Marie-Laure Stéphanie, bonjour. Bonjour Michel. Merci d'être dans ce studio. Alors avec vous, chaque mois, on découvre un lieu incroyable et trop méconnu en fait de notre belle région des Hauts-de-France. Aujourd'hui, c'est dans le nord que vous nous emmenez puisqu'on part à Maubeuge. Et Maubeuge, c'est pas seulement le clair de lune. Oui, c'est ça. Il y a quelques semaines, j'ai été visiter la salle Stroh à Maubeuge et j'ai trouvé que c'était intéressant de vous partager voilà, ma découverte. Et c'est une petite salle voilà, très, très intéressante, quoi, petite, pas tant que ça, qui a été construite en 1624 dans un style baroque classique typique. C'était une chapelle pour jésuites avec une très jolie façade et puis voilà, puis des voûtes élancées, un petit bâtiment assez esthétique, Et assez cette, joli. et cette salle, elle a juste une histoire qui est incroyable. Bah oui, alors là, quand on aime bien ici parler, moi j'aime bien vous parler des bâtiments qui ont eu plusieurs vies. Alors celle-là, elle va en connaître plusieurs. Pendant la Révolution française, elle va être désacralisée. Elle devient la salle Stroh en hommage à un personnage, un héros de la bataille de Wattignies. Et donc, voilà, ce jeune soldat qui incarne l'esprit républicain, voilà, il est tout à fait à l'air du temps pendant la Révolution française de rebaptiser cette salle. Et pendant tout le 19e, pendant cette période très industrielle, ce contexte très industriel, la ville de Maubeuge, bien sûr, se développe en centre sidérurgique. Et puis, à côté de ça, cette salle suit des évolutions constantes. Alors, elle est réquisitionnée par l'armée, elle devient un magasin d'armée, une écurie pour la garnison, une caserne. Et puis, au fil du temps, elle redevient aussi une salle de bal, de récréation, de festivités pour les habitants, une salle de musique, une bibliothèque, un musée, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Voilà. Un lieu de vie, un lieu de fête jusqu'à la Première Guerre mondiale. Voilà. Alors, à la Première Guerre mondiale, il y a des bombardements allemands. Cette salle est détruite, très endommagée. Il ne reste plus que la façade. Alors, on en reparlera un petit peu après sur justement ce qui va être classé et inscrit au patrimoine historique. Mais alors, s'il reste que la façade, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'elle renaît? Eh ben, du coup, elle est quand même dans l'histoire des habitants de Maubeuge. Et il est décidé, avec les financements des dommages de guerre des Allemands, de reconstruire cette salle dans un esprit, entre les deux guerres, on est dans l'esprit art déco. Donc, on a Jean et Henri Lafitte, qui sont une famille d'architectes, des architectes, qui vont reconstruire cet édifice. Alors, le père, Jean, il est plutôt dans un esprit d'architecture, on appelle ça régionaliste, c'est-à-dire que c'est un peu l'art déco, mais rural. On s'inspire d'une architecture de chalet, on s'inspire d'une architecture à colombage ou des toits de chaume, et puis on remet ça dans un milieu plus urbain. Donc lui, c'est un peu sa veine. Et puis Henri, le fils, il est un peu plus moderne. Lui, il suit l'exposition des arts décoratifs depuis 1925, et donc il est plus attiré par ce style d'architecture. Et donc, ils vont conserver les façades et reconstruire l'intérieur, organiser Je vous coupe, Marie-Laure, style mais art déco. art décoratif, on a tous plus ou moins des notions, quelques visions, des couleurs, mais c'est quoi l'art déco, l'art décoratif? Alors, au démarrage, il y a l'Art Nouveau qui est en 1890, qui c'est un mouvement qui se met en place en France, en Belgique, en Autriche, à Vienne notamment, et qui a pour ambition de contrecarrer un peu cette révolution industrielle qui est très poussiéreuse, très sombre, très noire, qui fait du bruit, etc. Et donc, pour une certaine population, elle va pouvoir bénéficier de maisons très ornementales, avec des motifs fleuris, inspirés des corps des femmes, des volutes, etc., etc. Alors, on travaille sur le métal, parce que la révolution industrielle a quand même apporté ça. On va travailler sur des mosaïques, sur des couleurs, sur des vitraux, sur des couleurs, la lumière, etc. Et puis arrive la Première Guerre mondiale, ça s'éteint, et entre les deux guerres, renaît un mouvement un peu plus moderne, les arts déco. Mais alors les arts déco, ils sont en contradiction avec l'architecture moderne qui se développe dans les années 20 également, entre les deux. L'architecture moderne est plus
attiré vers de la fonctionnalité de bâtiments. C'est Le Corbusier, c'est Auguste Perret, c'est tous ces architectes-là, le Bauhaus en Allemagne. Et puis les Arts déco, ils sont en parallèle et eux, ils continuent alors ils se sont un peu plus modernisés parce qu'ils travaillent avec le béton maintenant, mais ils sont toujours un peu dans ces formes, ces couleurs, ces mosaïques, ces vitraux, etc. Donc là, on est plus dans ce style-là. Et puis tout le travail de ferronnerie, de bois, de qualité du bois. Mais ça reste pour un public assez privilégié, qui a de l'argent, qui a les moyens de s'offrir ce genre de style. Tandis que les modernistes, eux, c'est pour un public plus large, en fait. C'est un côté plus social, en fait. C'est vraiment autour de la fonctionnalité. Donc là, on est Donc sur voilà. une salle art déco. Donc là, on est sur une salle art déco. Voilà, j'espère que ça permet de comprendre un peu plus la différence. Et puis, ce Jean Lafitte, il est complet parce qu'il va être formé à l'école des Beaux-Arts. Et donc, c'est un artiste complet, c'est-à-dire qu'aux Beaux-Arts, il va apprendre la peinture, la sculpture, la ferronnerie. Et donc, il participe activement, le fils, dans la création de cette salle aussi. Et donc, tout l'escalier majestueux quand on rentre dans cette salle, on a un rez-de-chaussée qui est plutôt la salle de musique avec des panneaux peints sur des scènes musicales, un plafond acoustique très joli en nid d'abeille, etc. Et puis on monte ce grand escalier en ferronnerie avec des personnages qui sont redessinés, c'est assez élégant. Et quand on arrive à la salle d'étage, c'est la salle de bal avec des fresques monumentales qui représentent des scènes de vie de Maubeuge. Et donc ça, c'est Henri Lafitte qui a dessiné, qui a peint ses œuvres. Donc là, c'est Voilà. Henri. Et Jean? Oui. Alors Jean, ça c'est le père. Le père, il va participer en fait à cette construction avec son fils. Mais disons que c'est peut-être qu'il est moins contemporain de ce nouveau mouvement en fait. Lui, il était plus donc du style régionaliste en fait, comme je l'évoquais tout à l'heure. Après, il a participé à plusieurs salles, notamment des salles de fête tout autour de Maubeuge. Donc il est connu, il est actif quoi. Il a son agence. Mais il aide son fils qui lui-même, Henri Lafitte, aura un fils qui sera aussi architecte et avec qui il va travailler sur la reconstruction de Maubeuge après. Ce qui est intéressant pour Henri, c'est que derrière, il va participer à la reconstruction aussi de Maubeuge, qui sera détruite Pas seulement pendant la cette salle. Seconde Guerre. Justement, là, on y vient. Ouais. Pendant la Seconde Guerre mondiale, là, c'est Maubeuge, la ville qui est quasiment toute détruite, sauf cette salle. Cette salle est préservée. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller visiter Maubeuge, parce que c'est presque un petit ovni. En face, il y a la Banque de France, l'ancienne Banque de France, qui a été transformée. Alors, aujourd'hui, il y a des expositions, une petite exposition qui était là, au rez-de-chaussée. Et puis, un peu plus loin, tout de suite, on est dans le quartier, en fait, de cette architecture qui a été... de cet urbanisme, cette architecture très moderne, qui est intéressante pour des architectes des urbanismes, mais aussi pour comprendre un peu l'évolution d'un territoire, avec notre histoire. Où est-ce qu'on en est en termes de protection, sauvegarde de ce patrimoine dans l'après-guerre? Comment ça s'est passé? Alors, en 1958, la façade va être inscrite à l'inventaire supplémentaire. À l'époque, on appelait ça comme ça, jusqu'en 2005. Maintenant, on appelle ça une inscription aux monuments historiques. Ça veut dire que c'était la région qui donnait un avis, le préfet de région. Et donc, c'était les éléments qui étaient inscrites à ce moment-là, ça concernait des biens qui pouvaient présenter un intérêt historique, architectural ou artistique, mais à l'échelle régionale. À partir de 1997, cette inscription s'est étendue, donc maintenant on appelle ça un classement, et qui inclut la salle et ses décors intérieurs, et ça c'est beaucoup plus important parce que ce classement est déterminé par l'État, c'est l'État qui décide, il est prononcé par un arrêt ministériel avec un avis national, et donc en étant classé, c'est une reconnaissance qui n'est pas seulement régionale, mais qui est nationale. Et donc, ça veut bien dire que ce bien, l'ensemble de la salle Stroh, présente un intérêt national, voire exceptionnel pour la France, pour le patrimoine français. Voilà. Alors, il y a une valeur historique. On l'aura compris, il a été témoin de la Révolution française, il a été témoin de ces deux guerres, c'est 400 ans d'histoire qui est racontée à travers ses façades et l'intérieur, et puis toute la vie, on peut imaginer, qui est, et puis elle est encore là. Et puis ça a une valeur architecturale, parce qu'on parle à la fois du style baroque par les façades, et puis en même temps de l'art déco, tel que je voulais un peu expliquer. Et puis il y a un rôle culturel, parce que ça a été des concerts, des bals, puis maintenant il y a des expositions, et c'est ouvert à tout le monde, et c'est gratuit. Il y a une grande parenthèse
m'intéresse tout de même, hein, parce que vous l'avez dit, il y a des balles, il y a eu des défilés de mode, des événements sportifs qui se sont déroulés dans ce lieu, des concerts. Mais elle a été fermée, cette salle. Bah oui, parce qu'elle devait être forcément un bâtiment qui y vit et puis il s'abîme, il s'use. Et puis il y a des conditions, j'imagine aussi, pour accueillir du public qui ne devaient pas être respectées. Tout public, hein, bien sûr, même des personnes à mobilité réduite. Et là, c'est récent, hein, on est en 98 Et quand elle donc en ferme. 98, effectivement, pour des questions de sécurité, on ferme et il a fallu attendre 2017 pour qu'elle soit restaurée. Et elle a été réouverte en 2018. Donc 98-2018, ça fait quand même 20 ans où on aurait pu l'oublier. Mais non, non, il y a eu des fonds qui ont été donnés pour sa restauration avec des mécènes et notamment la Fondation du patrimoine, évidemment, qui n'a pas laissé de côté ce joyau de l'art déco. Qu'est-ce qui se visite aujourd'hui? Alors, bah, vous rentrez. Alors, il faut pas hésiter à pousser la porte parce que moi, au début, j'ai été un petit peu intimidée. Je voyais que la porte était fermée, c'est assez discret comme communication. Et puis, il faisait froid. Alors, il fermait la porte pour se protéger, mais il faut pousser la porte et il y a toujours une personne qui est à l'accueil. Et puis après, bah, vous êtes libre. Il y avait un film qui était projeté un peu sur un peu sur le patrimoine régional. Donc ça, c'était intéressant. On s'assoit, il y a des chaises. J'imagine que les sièges peuvent se retirer pour proposer d'autres possibilités, voilà, d'autres programmes. Et puis à l'étage, il y avait une exposition, pareil, qui était dédiée sur le patrimoine, mais à échelle plus large. Il y a une page Facebook qui relate toute l'activité. Je crois que c'est assez actif, notamment autour de l'architecture, de la présentation, de la pédagogie avec les enfants. Il y a beaucoup d'animations qui sont proposées. Il doit y avoir des architectes qui doivent animer un peu tout ça ou des associations locales. Alors, cette salle, c'est pas le seul intérêt de Maubeuge. En fait, c'est un peu un fer de lance et ça donne envie d'y aller. Mais Maubeuge, c'est pas que ça. Alors Maubeuge, bah, c'est une ville qui a été donc entièrement reconstruite. On connaît Le Havre, par exemple, qui a été entièrement reconstruite par Auguste Perret. On est donc dans cette même période. Pendant la guerre, il est décidé voilà, il y a un ministère qui est créé pour la reconstruction, l'anticipation de la reconstruction de certaines villes. Et donc, de 45 à 69, c'est André Lursa qui s'occupera de la reconstruction de Maubeuge. Alors, André Lursa, c'est un personnage dans le monde des architectes et des urbanistes assez connu, un peu moins connu du grand public. Il a été collaborateur de Robert Mallet-Stevens. On en avait parlé quand on avait parlé de la Villa Cavrois, qui est un architecte voilà, moderniste, mais aussi inspiré un peu de l'art déco. Il a été cofondateur des congrès internationaux d'architecture moderne du SIAM avec Le Corbusier. Ça a été une grosse révolution dans les années, à la fin des années 20 sur la nouvelle définition de l'architecture moderne basée sur 5 piliers. Ce sont des espaces libres, des façades libres, une architecture avec des poteaux pour libérer les espaces, des toitures plates, etc. Donc il y a toute une philosophie qui va se dérouler autour de l'architecture moderne. Et donc André Lursa est très moderniste. Et la petite anecdote aussi, c'est que alors après la Seconde Guerre, l'église a été bombardée. Cette fameuse salle Stroh va être resacralisée pour redevenir une église. Et André Lursa, pendant ce temps-là, va reconstruire la nouvelle église. Et la petite anecdote, c'est vrai qu'elle est dans le prolongement, donc on la voit bien quand on est à la salle Stroh. Et quand on arrive, on se dit « Ah tiens, le bâtiment est intéressant, il est monument historique aussi, la façade est intéressante. » Et quand on rentre dedans, on se dit oh, c'est un peu moins intéressant, mais il y a une vie très forte. Et quand on lit un peu, André Lursa, en fait, qui était très communiste, a conçu cette église en imaginant que dans quelques années, il n'y aurait plus de religieux, plus de croyants, et que cette salle, en fait, deviendrait une salle de sport. Donc il a construit cette église, mais en imaginant, vous voyez, que, voilà. Alors d'un côté, c'est très contemporain, hein, comme on réfléchit à la transformation d'un bien pour devenir un autre. C'est à quoi on aspire aujourd'hui quand on construit un bâtiment. On imagine son avenir. Mais bon, il s'est trompé, hein, on peut dire aussi qu'il s'est trompé, mais c'est vrai que quand on rentre, c'est une église, mais ça n'a pas l'âme d'une église tout à fait comme on connaît avec ses codes. Mais c'est intéressant, elle est quand même très bien, cette église. Marie-Laure Stéphanie qui nous donne envie d'aller à Maubeuge, pas seulement pour la salle Stroh, mais aussi pour ce qui l'entoure. Et Stroh, oui. D'ailleurs, Stroh, ça s'écrit, on a oublié de le préciser, c'est certains qui nous écouteraient qui disaient « Mais comment s'écrit cette fameuse salle Stroh ?» Ça s'écrit
S-T-H-R-A-U. Voilà, exactement. Eh bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de venir nous présenter cette salle avec cette coupole extraordinaire, ces couleurs, ce décor atypique. L'entretien, l'émission va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. Je vous dis au mois prochain. Ben oui, au mois prochain. À très vite, merci beaucoup.